C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bienvenue à vous. Alors, après les événements de Minneapolis et les obsèques de George Floyd, le débat français se tourne vers sa propre police. La résonance invite certains au questionnement et aux remises en question, obligeant en quelque sorte le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, à plaider la tolérance zéro face au comportement raciste. Alors, pourquoi la police est-elle mise en accusation? Mérite-t-elle le désamour, au contraire le soutien, ou peut-être juste un recadrage? Doit-elle se réformer, y compris dans la formation des jeunes policiers? Eh bien, on évoquera tout cela. On évoquera aussi l'avalanche de plaintes après le confinement. Le procureur de Paris les a toutes rassemblées et ouvre une enquête préliminaire. Et enfin, le président de la République qui va s'exprimer dimanche devant les Français à 20h. On en parle avec Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Virginie Leguet de Paris Match. Bonsoir. Arnaud Hout, professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne Université et co-auteur de l'histoire des policiers en France aux éditions Belin. Bienvenue à vous. Et Noam Anouar, fonctionnaire de police, délégué syndical Vigie, et vous êtes aussi essayiste. Alors, dans le fond, on parle que de vous depuis, de la police depuis maintenant plus d'une dizaine de jours. Lundi soir, Christophe Castaner a dit que s'il y avait des soupçons avérés, ce qui est une sorte d'oxymore, soupçons, quand il y a des soupçons, soit ils sont avérés, soit ils ne le sont pas. Donc, est-ce que cela a été de nature, dans le fond, à mettre certains policiers en colère? Est-ce que vous considérez que le ministre de l'Intérieur a lâché ses troupes? Pas du tout, parce que quand on s'adresse justement aux auteurs d'actes racistes et de violences policières, a priori, le fait qu'ils soient sanctionnés entre tout à fait dans le cadre de la loi. Au-delà du cadre légal, on peut aussi entreprendre ce que le ministre n'a pas fait et ce pourquoi il ne s'est pas engagé. Il peut entreprendre effectivement des mesures administratives de suspension. Donc, a priori, aujourd'hui, aucune d'entre elles n'est effective. Si vous avez suivi l'actualité concernant le TGI de Rouen, par exemple, les fonctionnaires de police qui ont tenu des propos racistes et d'incitation à la haine raciale sont toujours en poste. Donc, les effets d'annonce, a priori, pour le moment, ne servent à rien. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne lâche pas ses troupes, parce que la majorité des troupes constituant si vous voulez, la majorité des fonctionnaires de police, aujourd'hui, ne sont pas des gens, jusqu'à preuve du contraire, qui tiennent des propos racistes au quotidien ou qui pratiquent les violences policières. Donc, a priori, s'ils lâchent les moutons noirs, moi, ça ne me pose aucun problème. Il y en a des moutons noirs, Noam Anouar, il y a des moutons noirs, bien sûr, il y en a partout, des brebis galeuses dans tous les corps de métier. Est-ce que, mais quand même, cette suspicion, on va au-delà de la suspicion parfois de fait, est-ce que vous considérez qu'une partie de la police est raciste? Alors, moi, je crois pas. Si vous voulez, la terminologie me dérange un petit peu parce que la police est une institution. Donc, la police n'est pas raciste. Moi, je me refuse à faire ce constat. Par contre, effectivement, un certain nombre de fonctionnaires de police font état de leurs convictions personnelles, qui sont parfois des convictions d'extrême droite, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Donc, ne serait-ce que par rapport au ciblage concernant les actions de coercition, les actions de contrôle, les actions de répression. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, ce constat est indéniable et ça me gêne profondément puisque ce qui est reproché aujourd'hui à l'institution policière, c'est pas d'être raciste, mais c'est de fermer les yeux sciemment et volontairement sur les dérives racistes dont se rendent coupables un certain nombre d'éléments de l'institution. Mais globalement, si vous voulez, que dès lors qu'on commence à poser la question de savoir si la police est raciste, la police, c'est tout le monde et ses personnes en même temps. La police, c'est une institution, c'est une personne morale. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le bilan effectif des violences policières qui ont été commises, notamment ces 2 dernières années, mais également les suites données aux propos qui ont été tenus ça et là. Je ne vais pas refaire l'état de... Voilà. Mais globalement, a priori, le bilan, pour le moment, n'a pas avancé d'un millimètre. C'est-à-dire que là, on a eu une confrontation, les ministres ont tout dit et son contraire. Mais aujourd'hui, si vous voulez, dans les faits,
il ne s'est absolument rien passé depuis la semaine dernière sur aucun des dossiers en cours. D'accord. Je voudrais écouter, entendre Arnaud Hout. Vous êtes donc professeur d'histoire contemporaine. Vous avez écrit l'histoire des polices en France. Est-ce que ce que vient de dire Noam Anouar, est-ce que dans le fond c'est en accord avec ce que d'une part vous pensez et d'autre part de la réalité des choses? Alors, ce que je trouve très intéressant dans ce qu'a dit Noam Anouar, c'est cette distinction qu'on entend beaucoup en ce moment et qui est au fond le cœur du débat entre l'institution police et les individus policiers. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que personne ne doute qu'il y a des policiers racistes, ça existe, et personne ne doute, en tout cas je l'espère, que l'intégralité des policiers n'est pas suspecte ici de racisme. Donc, au niveau des individus, je pense que là, la question est relativement simple. Le vrai débat, c'est de savoir si on peut considérer que l'institution, donc en tant qu'organisation, favorise, conditionne finalement ou pas à des pratiques racistes. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus sensible parce que si on considère que oui, ça veut dire qu'il faut réformer la formation, le fonctionnement, etc. Alors, c'est un débat qui est compliqué, mais je pense que c'est un débat pour lequel il faudrait encore ajouter un élément et qu'on oublie assez souvent, c'est que la police, ce sont des individus, c'est une institution, mais c'est aussi finalement une communauté de collègues. Et ce qu'on voit souvent dans les affaires qui ont pu sortir, c'est des petits groupes qui peuvent fonctionner à l'échelle d'un service, à l'échelle d'une unité où les gens se connaissent entre eux, justement, vont se sentir peut-être plus libres, où des conditionnements peuvent exister, et là, y compris des conditionnements racistes. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit uniquement au niveau de l'institution qu'on puisse finalement faire ce reproche de racisme ou de violence, mais en tout cas, on peut considérer qu'il y a des effets de groupe, j'ai envie de dire ici, qui peuvent peser. C'est important en particulier parce que quand on parle beaucoup de formation, et notamment des écoles de police, oui, chacun sait que les écoles de police enseignent quelque chose, mais qu'ensuite, dans la pratique du terrain, il y a un discours qui est très présent dans la police, qui est de dire justement, oubliez ce que l'école vous a appris, on va vous apprendre la réalité. Et c'est peut-être là qu'il peut y avoir un problème. Alors on va parler du sujet de la formation, mais je voudrais entendre désormais Jean-Marie et Virginie sur ce débat qui existe, bien sûr, sous la pression en quelque sorte, sous l'émotion aussi de l'affaire Floyd aux États-Unis. J'aimerais juste qu'on écoute Édouard Philippe, qui a répondu en quelque sorte à Castaner, qui parlait de soupçons avérés, qui est je trouve, un oxymore. Et comment peut-il y avoir des soupçons avérés? Il y a des soupçons, donc ils sont des soupçons, mais c'est pas avéré. Et j'ai l'impression que le Premier ministre, hier, au Sénat, a un petit peu rectifié. Je vous propose de l'écouter. Je ne veux pas que la présomption passe de celui qui trouble l'ordre public à celui qui le défend. Parce que si nous acceptons cette facilité de l'esprit sous le coup de l'émotion, et l'émotion est légitime, et elle est grande, et elle est partagée, mais si nous acceptons cette facilité, alors c'est un basculement de la République qui intervient. Donc, Jean-Marie, Virginie, c'est le basculement de la République. Est-ce que là, le Premier ministre vient en quelque sorte avec un discours beaucoup plus clair? L'exécutif est pris, enfin le gouvernement est pris un peu dans ce débat. On a l'impression qu'il y a encore peut-être des tiraillements subtils, mais politiques en tout cas. Chacun vient rajouter un peu un correctif à ce qui a été dit. Avez-vous en tout cas, il y a eu une expression maladroite du ministre de l'Intérieur, parce que c'est vrai que évoquer le mot soupçon, c'est ça qui coince, et c'est ça que sans doute le Premier ministre a voulu rectifier, où il y a des fautes avérées, où il n'y a pas de faute avérée, mais entrer dans une logique du soupçon, c'est évidemment aussitôt choquant, et ça peut renverser en effet, comme le souligne Édouard Philippe, la présomption. Moi, ce qui me gêne ce qui est flagrant dans le débat public tel qu'il s'organise en France, il y a deux aspects. Il y a d'abord un aspect, j'allais dire, de syndical, qui est que les syndicats de police en général, ceux que l'on a entendus le plus souvent, disons, sur les chaînes d'infos, et ont en commun avec les syndicats d'enseignants que émettre à l'endroit des policiers la moindre critique
vous fait aussitôt passer pour un ennemi du corps entier ou pour quelqu'un qui mettrait en cause l'ensemble d'une profession. Et donc, le cheminement est extrêmement difficile. Et du coup, là-dessus, une partie de l'univers politique s'en empare, essentiellement la droite, comme Christian Jacob, pour dire qu'il n'y a pas de violence policière, ce qui est quand même une aberration. Et évidemment, l'extrême droite, où il faut rappeler quand même, selon les études de Jérôme Fourquet notamment, environ 40% des policiers ont émis des votes en faveur du Front National ou du Rassemblement National. Donc on est un petit peu coincé. Dès lors que vous émettez une petite critique, on vous dit absolument haro sur vous parce que vous mettez en question l'ensemble d'un corps. Quand on écoute le président de la République qui dit à la fois qu'il faut soutenir l'écrasante majorité des forces de l'ordre et en même temps qu'il faut veiller à corriger ou à sanctionner ceux qui trahissent l'universalisme républicain, c'est-à-dire qui sont objectivement racistes ou qui ont des faits de racisme et de discrimination, il a totalement raison. Ça devrait être une position consensuelle. Elle ne l'est pas parce que le débat est très, très, très tordu chez nous. Regardez ce qu'on a vécu avec l'affaire des Gilets jaunes, c'est quand même un spectacle où les policiers et gendarmes étaient constamment sous la violence. Ils étaient victimes eux-mêmes d'une violence absolument invraisemblable. Oui. Donc, vous rappellerez le sac de l'Arc de Triomphe, des choses comme ça. Et donc les policiers et gendarmes sont en permanence dans les opérations de maintien de l'ordre, victimes eux-mêmes de violences. Bon, donc ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas perdre de vue. Mais en même temps, c'est vrai qu'en même temps, il y a des actes de discrimination, il y a des faits. Et ce qui a, j'allais dire, tiré la sonnette d'alarme, c'est ces échanges sur Facebook où il y avait quand même plusieurs milliers de gens se réclamant des forces de l'ordre qui qui échangeaient des propos ouvertement racistes. Et c'est là que ça devient inquiétant et c'est là qu'il faut en effet réagir et sanctionner. Et en démocratie, la bonne façon de réagir, ça passe toujours par des institutions de contrôle, ça passe toujours par un contrôle renforcé, un contrôle efficace qui soit suivi, ce qui n'est évidemment pas le cas la plupart du temps. Virginie, ce débat existe. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il est important de l'avoir, bien que certains essaient de mettre sur le même plan l'affaire Floyd et l'affaire Traoré, chacun jugera ou non de la pertinence de cette conjonction, mais en tout cas le débat s'est invité. Virginie, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Marie? On posera la question après à Noir sur le fait que critiquer la police est en quelque sorte n'aime pas qu'on la critique. Et d'un autre côté, on peut se poser la question aussi, est-ce que la police doit supporter le niveau de violence quand il y en a, type gilet jaune? Mais ça, on va poursuivre avec le débat. Mais Virginie, dans un premier temps, votre réaction? Il me semble que le débat en ce qui concerne le travail effectué par la police est mal posé depuis quelques années. On a vu le terme violence policière comme si c'était un terme générique apparaître au moment des manifestations des Gilets jaunes. Et aujourd'hui, on entend des expressions comme la police est raciste, qui sont là, pour les deux affirmations, des choses totalement fausses. En revanche, il ne devrait pas être tabou de pouvoir dire qu'en France, il peut y avoir des violences policières sans que ce soit les violences policières, mais il peut y en avoir, et qu'en France, il peut y avoir des policiers racistes. Et là où la situation devient difficile, je pense pour les Français qui ne s'y retrouvent pas toujours, c'est qu'ils ont l'impression que l'un et l'autre ne sont pas toujours punis et que l'IGPN, quand elle est saisie d'enquête, met extrêmement longtemps à rendre ses conclusions qui ne sont pas toujours connues. Donc il y a là quelque chose qui est pas tout à fait loyalement exercé au sein de la police. Et quand j'entendais monsieur tout à l'heure parler, monsieur disait très justement… Monsieur. Il ne fallait pas que le comportement de certains jette l'opprobre sur le corps dans son ensemble. Oui. Mais c'est ça la difficulté, c'est que le comportement de certains qui existent ne donne pas l'impression d'être puni. Et d'ailleurs, ça a été confirmé tout à l'heure par ce qui vient d'être dit, quand il a été évoqué des effets d'annonce, mais qui ne sont pas suivis des faits. Et c'est peut-être ça la difficulté. Si l'exécutif veut avoir un corps qui soit exemplaire, il faut qu'il puisse punir ceux qui ne le sont pas à l'intérieur de ce corps. Alors, Noam Anouar, est-ce que vous êtes d'accord lorsque Jean-Marie dit qu'il y a chez certains syndicalistes, de policiers syndicalistes,
que la police n'aime pas qu'on la critique. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Alors, il faut savoir que le syndicalisme policier, c'est particulier, puisque le syndicalisme n'a pas seulement un rôle de représentation de la profession, mais joue un rôle également en matière de ressources humaines. C'est-à-dire que les carrières des fonctionnaires de police sont administrées par des commissions paritaires qui, dans le cadre d'une cogestion, donnent 50% des pouvoirs de décision aux syndicats majoritaires pour pouvoir statuer sur les avancements de carrière et sur les mutations. Donc, globalement, ça en résulte que, en matière de communication, les différents syndicats font plus ou moins la chasse aux adhérents, donc essayent de rallier un maximum d'adhérents en leur sein pour pouvoir bénéficier d'un maximum d'influence, en tout cas sur ces commissions. Et donc, si vous voulez, il en résulte des discours en fait qui sont quasiment des discours politiques, puisqu'il s'agit de prendre des postures qui les rendent populaires au sein de la masse. Et force est de constater qu'au fur et à mesure du temps, on s'éloigne d'un idéal de justice, puisqu'entre une décision juste et une décision populiste ou populaire, on va plutôt opter pour la seconde solution. Donc voilà, ça c'est la réalité du terrain et du syndicalisme policier. Maintenant, il faut savoir que les syndicats de police, pour certains, donnent des consignes de vote pendant les élections. C'est-à-dire que on a constaté, par exemple, si vous vous souvenez, au début de la crise des Gilets jaunes, que je crois que c'était Monsieur Retailleau qui avait organisé une cagnotte au profit du syndicat Alliance pour la redistribuer aux policiers blessés pendant les manifestations. Oui. On a également, pendant l'entre-deux tours de l'élection présidentielle, le syndicat Alliance qui a donné une consigne de vote en faveur d'Emmanuel Macron et les délégués départementaux ont tout de suite répliqué en envoyant des courriers à tous les adhérents pour dire qu'ils revendiquaient en quelque sorte une forme d'indépendance politique en appelant à demi-mot à voter pour Marine Le Pen. Vous voyez, donc c'est pas une affaire tout à fait neutre, c'est pas un syndicat qu'on pourrait, je dirais, copier-coller sur les syndicats de cheminots ou sur les syndicats enseignants, pas dans la globalité en tout cas. Maintenant, permettez-moi de rebondir sur les propos du Premier ministre parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a que moi que ça choque, mais il procède à une dichotomie entre les personnes qui préviennent les troubles à l'ordre public et les personnes qui les commettent. Je veux dire, entre les deux, il n'y a rien. C'est-à-dire que donc les victimes de violences policières sont systématiquement des personnes qui commettraient des troubles à l'ordre public. Les personnes victimes de propos racistes sont systématiquement des fauteurs de troubles. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a rien entre les deux? Est-ce qu'il n'y a pas des victimes innocentes qui peuvent parfois faire l'objet de la part de fonctionnaires de police d'atteintes, que ce soit au plan des propos ou des violences volontaires? Je veux dire, là, le discours du Premier ministre me paraît, mais pour moi, c'est complètement, c'est complètement démesuré, quoi. Je veux dire, je pense que vous avez compris l'idée. Chez les policiers, donc, effectivement, les policiers sont exclusivement des personnes qui défendent les troubles à l'ordre public. Ils ne sont pas susceptibles de commettre des erreurs. Donc, il les a totalement blanchis comme ça, d'un seul propos. Et je vous rappelle quand même que au lendemain des faits que vous avez évoqués, qui avaient été des propos en tout cas qui avaient été tenus par Christophe Castaner, il s'est rendu au commissariat d'Évry avec le ministre de l'Intérieur, donc je parle d'Édouard Philippe, pour tenir un discours, je dirais, qui confortait les forces de l'ordre en disant vous inquiétez pas, globalement c'est une tempête médiatique, ça va passer, mais rien ne changera. Je pense que c'était un message qui visait à les rassurer. Et bon, aujourd'hui, vous-même dites que finalement, il contredit quelque part les propos du ministre de l'Intérieur, alors qu'ils étaient tous les deux au commissariat d'Évry. C'est-à-dire que c'est pas le ministère de l'Intérieur et le Premier ministre ne sont pas deux entités qui communiquent de façon totalement indépendante. Ils étaient ensemble au commissariat d'Évry et finalement, ils s'envoient, ils nous rendent spectateurs d'une partie de ping-pong dans la presse pour faire croire qu'il y aurait finalement des dissensions entre les deux institutions. Vous n'y croyez pas. Arnaud Hout, là-dessus, sur ce que vient de dire Noah Manoir. Alors, je suis tout à fait d'accord avec lui sur le point en particulier d'un double discours. Finalement, on a le sentiment que le ministre de l'Intérieur a voulu mettre une inflexion, que le Premier ministre, finalement, va dans l'autre sens. Alors, on sait que c'est une stratégie aussi de gouvernement depuis plusieurs années, la stratégie du « en même temps ». Sauf que dans le cas de la police, on va vers une forme d'hystérisation parce qu'un des gros problèmes des dernières années, c'est qu'on est toujours dans l'excès. En 2015, au moment, bien entendu, des attentats terroristes, il y avait une sorte de focalisation sur une police qui était formidable, fondamentale, indispensable. On embrassait, oui. Voilà, j'ai embrassé un flic, la chanson de Renaud, par exemple. Alors, évidemment, tout ça est en partie vrai, mais ça n'enlevait pas le fait qu'en 2015, il y avait déjà eu la mort de Rémi Fraisse, il y allait avoir la mort d'Adama Traoré l'année suivante. Enfin, la police de 2015 n'est pas plus idéale que la police de 2020 n'est abominable. Alors, un des problèmes, c'est l'impossibilité d'avoir de la mesure.
Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il me semble qu'il y a une politisation très très forte de cette question. C'est pas nouveau, hein, là non plus. En réalité, si on fait de l'histoire, justement, ce qu'on avait essayé de faire dans ce livre, on mesure que la question de la sécurité devient très politique à partir des années 1970. Jusqu'aux années 1970, on peut considérer qu'au fond, gauche et droite avaient des désaccords, bien sûr, mais la question de la sécurité n'était pas centrale. Et dans les années 70, dans le contexte post-68, assez clairement, la droite va essayer finalement d'utiliser l'outil de la sécurité contre la gauche et on va avoir une sorte de bipolarisation. Alors, ce schéma-là, hein, finalement, qui était assez simple, puisqu'on avait finalement une droite qui se revendiquait sécuritaire et une gauche qui revendiquait l'argument des libertés, il va fonctionner jusqu'à la présidentielle de 2002, jusqu'à la défaite justement de Lionel Jospin. Et à partir de là, les choses se brouillent totalement, parce qu'au sein même de la gauche, on a finalement des hésitations, des discours sécuritaires. On a eu Manuel Valls, par exemple, sur ce plan. Et au sein même de la droite, le paysage se complique un peu aussi. Je voudrais rappeler que le défenseur des droits est peut-être actuellement la figure la plus critique de l'institution policière, et c'est Jacques Toubon, qui n'était pas connu à l'origine, hein, justement, pour être une figure de gauche. Ouais. Et cette politisation, Jean-Marie, c'est vrai que on dit de Castaner, du ministre de l'Intérieur, de tous les ministres de l'Intérieur, c'est le premier flic de France. On dit pas ça d'autres ministres. La première travailleuse de France pour Pénicaud, ou le premier prof de France pour le ministre de l'Éducation. Donc, cette politisation en matière de sécurité, elle a été au gré des gouvernements, des doctrines de la police. Jean-Marie, là-dessus. Non, la politisation est permanente. Au passage, je voudrais remercier nos interlocuteurs parce qu'ils nous éclairent vraiment très bien. Oui. Moi, je n'avais pas vu le sous-texte des propos d'Édouard Philippe, en effet, qui, tels que vous les avez explicités, sont du coup très contestables. Et par ailleurs, sur la politisation, rappelons-nous l'élection de 2002, l'élection présidentielle de 2002, elle tourne sur un événement monté en épingle par un certain nombre de télévisions sur l'agression d'un vieil homme, Papivoise. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Jacques Chirac s'en était magnifiquement, entre guillemets, servi pour ressouder autour de lui sur l'idéal sécuritaire. Donc c'est une permanence, en effet, dans le débat français, qui sont aujourd'hui compliqués par le fait que l'extrême droite y prend sa part, qui fait que, par exemple, dès lors que vous avez une manifestation antiraciste, vous êtes aussitôt taxé d'être un raciste anti-blanc. Donc les choses se tordent et s'extrémisent dans un climat qui était évidemment très malsain et où il est difficile de se reconnaître. Je prends par exemple l'exemple de la manifestation, en effet, qui a été un des points clés de ce débat antiraciste en défense d'Adama Traoré, etc. Donc vous aviez, si vous regardiez une certaine chaîne de télévision, vous aviez la vision de militants entre guillemets antiracistes qui tenaient des propos ouvertement racistes contre la police, d'une violence inouïe qui était vraiment des propos extrêmement dangereux. Et donc on avait l'impression que cette manifestation était celle de ces groupuscules-là, alors que sur une autre télévision, vous voyez la fin de la manifestation, le monde qu'il y avait, le caractère totalement bigarré, mélangé de la foule qui était une foule extrêmement jeune. Que font-ils à la fin de la manifestation? Ils chantent la Marseillaise. Évidemment, ça change tout le sens de ce que l'on peut donner à ces événements. Et on est là, manifestement, prisonnier d'un débat public qui tente à hystériser, à extrémiser systématiquement et qui nous empêche de poser les choses comme elles devraient l'être. C'est-à-dire là, en effet, quand il y a des problèmes, et il y a des problèmes de discrimination de la part d'un certain nombre de fonctionnaires de police, quand il y a des contrôles aux faciès, quand il y a des actes répréhensibles, il faut que les institutions de contrôle jouent leur rôle et que ces actes puissent être sanctionnés sans que l'on soit aussitôt taxé d'être ou raciste anti-blanc ou anti-police ou je ne sais quoi. C'est ça notre difficulté aujourd'hui dans le débat français. On va aller un petit peu plus sur le terrain politique dans quelques instants, notamment avec Virginie. Mais je voudrais vous poser une question, Noam Anouar, pour un peu clore le débat stricto sensu sur la police. Est-ce que
il y a un problème de formation des jeunes policiers. Il y a l'idée de la doctrine, et l'historien pourra peut-être me contredire. On a vécu sur la doctrine Grimaud, puis Delpuech, et puis maintenant du nouveau Préfet de police. Préfet, merci. Du préfet qui est un petit peu plus retors. On l'a vu. Pardon? Il n'est pas de la même école, en effet. De la même école, donc on répond aux violences. C'est-à-dire que les policiers ne se laissent plus vraiment faire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème de formation des jeunes policiers? On entend certains dire, bon, puisqu'il n'y a plus la posture quand il y a une interpellation, de l'étranglement, il va falloir trouver d'autres systèmes, comme le taser, par exemple. Est-ce que vous, Noam Anwar, vous dites qu'il faut former les jeunes différemment, et puis qu'est-ce qu'il faut pour remplacer, non pas le plaquage ventral, mais la pratique dite de l'étranglement quand il y a une interpellation? Alors, au risque de vous surprendre, moi, j'ai jamais appris à l'école de police ni la technique du plaquage ventral, ni celle de l'étranglement. Et moi, je le dis depuis plusieurs mois dans les médias, depuis l'affaire Chouvia notamment. Et le ministre m'a donné raison dans les déclarations qu'il a eues avant-hier pour dire qu'effectivement, cette technique n'était pas répertoriée au sein de ce qu'on appelle les GTPI, gestes techniques de police d'intervention. Donc, au départ, déjà, je pense que ça, c'est un débat qui est totalement biaisé parce que vous imaginez bien que l'étranglement n'est pas répertorié dans le code de procédure pénale. Ce qui est répertorié, c'est l'interpellation et le menottage, donc via l'article 803 du code de procédure pénale pour être plus précis. Donc, globalement, ce qui est recommandé, c'est d'entraver l'individu pour éviter qu'il ne prenne la fuite et qu'il ne se rende dangereux pour lui-même ou pour autrui. Ensuite, les modalités de menottage, effectivement, en cas de rébellion, parfois, on peut contraindre via la mise en œuvre de la force publique, de la coercition, on peut contraindre l'individu à mettre ses poignets à disposition et on peut l'immobiliser. Mais jamais il n'a été établi qu'on pouvait procéder librement à un étranglement, parce que l'interdire, ça signifie qu'il aurait été autorisé auparavant, ce qui n'est absolument pas le cas. Après, en position ventrale ou dorsale, debout ou allongé, effectivement, c'est une autre question. Là, on est plus dans la technique. Mais moi, je ne pense pas que ce soit un problème de formation. Moi, je crois que c'est plutôt un problème de profilage. C'est-à-dire que, par exemple, comme pour l'enseignement, du coup, là, je pense que la comparaison est pertinente, on va travailler en zone sensible quand on débute parce que c'est une forme de bizutage. Si vous voulez, pour pouvoir avoir le droit de travailler en province ou dans les îles par la suite, il faut manger son pain noir en région parisienne et notamment en banlieue et s'exercer dans les territoires les plus difficiles alors qu'on débute. Donc, il y a effectivement un défaut d'encadrement. Et moi, si vous voulez, pour parler de ma propre expérience, j'ai été affecté à Bobigny lors de ma première affectation au début des années 2000. Et quand on nous disait que la police était diversifiée, multicolore, etc., moi, je me souviens que je crois que j'avais un autre collègue d'origine maghrébine. Et dans ma brigade, on avait 4 collègues qui étaient des hommes noirs, mais qui provenaient directement des îles, c'est-à-dire qui étaient natifs des îles, qui avaient passé le concours dans les dom-toms et qui avaient été affectés à Bobigny. Et vous disiez, mais regardez, à Bobigny, il y a de la diversité, et finalement, dans la brigade aussi, parce que vous avez 4 Antillais, 2 Maghrébins et 4 Blancs. Mais à un moment, vous voyez, quand on se rend bien compte que c'est pas simplement une question de couleur. C'est-à-dire qu'entre Fort-de-France ou Pointe-à-Pitre et Bobigny, il y a quand même une différence de culture. Il ne s'agit pas d'être noir ou d'être blanc. Et vous voyez, la vision de la police aujourd'hui, y compris sur les affiches qui est publicitaire pour le recrutement, pour le concours, on voit des noirs et puis on dit voilà, c'est super, c'est magnifique à tout le monde. Mais le territoire français est diversifié, que ce soit au plan culturel, au plan de la couleur de peau, effectivement, mais il y a des spécificités territoriales. De la même manière, si vous regardez le staff de la sécurité publique en Martinique, chez les chefs ou les chefs de brigade, les officiers, vous avez beaucoup de blancs. Pourquoi pas, je veux dire. Mais à un moment, ce serait bien de faire travailler les Antillais, s'ils le souhaitent, en tout cas aux Antilles, parce que y a par exemple un créole qu'il faut pouvoir comprendre, il y a une culture locale, il y a une connaissance des locaux, une connaissance topographique, et tout ça, c'est pas du tout pensé, c'est pas du tout mis en œuvre. On est sur des schémas où il faut mettre des noirs à Bobigny, donc on va recruter massivement dans les dom-toms, et puis on va parachuter des fonctionnaires, même à Paris d'ailleurs, qui n'ont absolument rien, je vais pas dire de commun, parce qu'ils sont français avant tout, mais je veux dire au plan culturel, qui sont pas du tout familiers de la culture locale. C'est une mission qui est très sensible au départ. Et en fait, ça fait des années que c'est comme ça, et rien n'indique que ça pourrait changer dans les mois à venir. Arnaud, juste un mot, c'est le système qui n'est pas pensé. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit?
totalement d'accord, notamment sur un point qui est absolument fondamental, c'est l'évolution de la sociologie des policiers et des policières. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas assez rappelé, je crois, c'est il y a encore 40 ou 50 ans, l'image du policier, c'était l'image de quelqu'un qui venait des classes populaires, qui n'était pas diplômé, qui du coup se retrouvait finalement à surveiller des populations qui n'étaient pas si éloignées que ça dans les milieux délinquants, si vous voulez. Et en l'espace de 30 ou 40 ans, avec la crise économique, avec l'élévation du niveau de diplôme, avec l'attractivité aussi de certaines carrières dans la police, on a vu une sociologie radicalement différente. Aujourd'hui, un policier, c'est quelqu'un qui est très souvent diplômé du supérieur, qui a souvent un bac+3, c'est quelqu'un qui justement vient plutôt des classes moyennes. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Noam Manoir, un des problèmes fondamentaux, c'est qu'il y a une déconnexion finalement avec notamment les lieux sensibles où les jeunes policiers commencent leur carrière. Et c'est très important aussi parce que c'est ce qui rend… Un peu comme les profs, on les envoie dans des… C'est un peu comme effectivement, on retrouve la même structure d'affectation que dans l'éducation nationale. La différence, c'est que dans le cas de la police, il y a un autre paramètre qui entre en compte, c'est qu'on va très vite expliquer à ces policiers qui viennent d'être nommés qu'il faut prendre leur distance, qu'il ne faut surtout pas habiter dans la ville où ils travaillent, qu'il faut éviter d'être connu. Enfin, il y a tout le débat récent, mais qui est important, sur la volonté de cacher l'identité, etc. C'est très important parce qu'on a beaucoup parlé de la police de sécurité du quotidien, qui est le nouveau nom de la police de proximité, qui est peut-être justement une des meilleures solutions, sur le plan théorique en tout cas, pour rapprocher police et société. Mais pour qu'il y ait police de proximité, il faut qu'il y ait proximité. Oui, oui. Et là, il y a un vrai enjeu. Je voudrais qu'on parle un petit peu plus politique, qu'on aille plus sur le terrain politique. Virginie Leguet, ce matin, une intervention très remarquée sur Twitter, c'est celle de Marion Maréchal, donc la nièce de Marine Le Pen et petite fille de Jean-Marie Le Pen. Elle explique sur Twitter qu'elle n'a pas à s'excuser d'être blanche, donc elle vient mettre en quelque sorte un pied dans la mare de l'émotion qui a suscité bien sûr l'affaire Floyd et de ses personnalités politiques. On a vu aussi notamment Jean-Luc Mélenchon mettre des genoux à terre et elle s'offusque devant cela. Elle vient raviver en quelque sorte un débat très sensible. Marine Le Pen pourtant est assez silencieuse. En revanche, elle n'hésite pas à aller sur ce terrain-là. Virginie. Elle hésite d'autant moins que c'est un terrain qui est très, j'allais dire, propice et favorable au Front National. La question de la sécurité, la question des violences policières. Tout à l'heure, M. Manoir a rappelé que les syndicats avaient une très forte emprise sur le recrutement et le fonctionnement des policiers. Mais les syndicats sont aussi de plus en plus politisés et l'extrême droite a pris aujourd'hui une place très importante au sein de ces syndicats et au sein de la syndicalisation des policiers. Et il me semble-t-il, c'est un vrai problème, mais ça dit aussi quelque chose de l'ensemble de notre pays. L'extrême droite était au second tour de l'élection présidentielle de 2017. On pense qu'elle pourrait l'être à nouveau en 2022 et ce n'est pas un hasard si la police, d'une certaine façon, reflète cette radicalisation. Mais c'est un vrai souci. Je pense, alors peut-être que c'est lié au fonctionnement interne de la police, c'est peut-être lié aussi à la façon dont les syndicats agissent au sein de la police, recrutent ou ne recrutent pas, mais c'est lié aussi à la faillite des précédentes familles politiques de gauche comme de droite qui n'ont pas su peut-être s'adresser directement aux policiers, s'adresser correctement aux policiers qui se sont sentis abandonnés par le politique et qui aujourd'hui ont tendance à se tourner vers le Front National. Oui. Et je trouve que c'est une vraie difficulté quand on appréhende l'état d'esprit des policiers. Donc, Jean-Marie, sur Marion Maréchal, votre réaction. Sur Marion Maréchal, c'est la réaction classique de ceux qui ne supportent pas, en effet, qu'il y ait des mobilisations antiracistes et qui aussitôt cherchent à les discréditer en transformant ces manifestations antiracistes en manifestations anti-blancs. Je veux dire, c'est vraiment absurde et c'est une façon d'hystériser le débat et de montrer qu'on est soi-même, d'une certaine façon, qu'on est soi-même raciste. Enfin, c'est insupportable. Marine Le Pen, elle, est en effet plus intelligente. Elle
fait une série de propositions en direction de la police, tout en sachant que c'est là un de ses points d'appui principaux. Donc, elle mélange comment dire, la protestation, puisqu'elle proteste systématiquement. Elle est le parti protestataire par définition. Et en même temps, elle essaie maintenant d'avancer un certain nombre de propositions touchant à la formation, ainsi de suite. Voilà. Et donc, on est là. Je pense qu'il faut davantage faire attention à ce que fait et prépare Marine Le Pen plutôt qu'à Marion Maréchal, qui me semble aujourd'hui très marginalisée, y compris dans l'univers de l'extrême droite, hormis le soutien d'un certain nombre d'éditorialistes que je ne nomme pas. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. Hein. Non, bon. Oui. Alors, moi, je ne sais pas, j'ai été très surpris justement ce matin de découvrir cette déclaration, parce que je ne sais pas qui a demandé à Marion Maréchal de s'excuser au nom des Blancs pour le crime qui a été commis aux États-Unis. Donc, je trouve que c'est une forme de récupération. Bon, d'ailleurs, j'ai entendu également les propos par exemple de Jordan Bardella, qui lui, de la même manière, stigmatise les policiers comme des victimes qui seraient systématiquement assaillis et violentés par la racaille de banlieue. Donc, effectivement, c'est une posture de récupération. Hein, c'est extrêmement. Ça, vous dites non. Ça, on n'est pas maltraité par, entre guillemets, ce que vous dites, racaille de banlieue. Oui, voilà, mais globalement, c'est un schéma qui nous est vendu par les élus. Bon, moi, j'ai rencontré Jordan Bardella à la porte d'un studio pour un débat il y a quelques mois. Quand je lui ai dit que j'étais policier, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Ah, effectivement, génial, on a énormément de partisans chez vous. » Et ça date quand même du début de la crise des Gilets jaunes. Donc, de toute façon, ça ne fait que conforter la vision que je peux avoir du problème. C'est qu'il y a une majorité chez les fonctionnaires de police, quand j'ai une majorité, c'est plus de 50%, sont des partisans au plan politique du Front National, ce qui est totalement leur droit. C'est-à-dire que dans le cadre privé de Loire, ils peuvent voter pour qui ils veulent. Le problème, c'est l'idée de faire transparaître ces convictions politiques dans l'exercice d'un métier de service public. Et on a une exigence de réserve et de neutralité qui, quand il s'agit du Front National et de l'extrême droite, font l'objet d'une tolérance suspecte de la part des autorités administratives. Dans la période que nous traversons, il faut juste rappeler que la hantise du pouvoir exécutif, la hantise du gouvernement, c'est de la rupture avec la police. Police et gendarmerie sont, on l'a vu pendant la crise des Gilets jaunes, un élément essentiel de la façon dont la société peut tenir debout et peut tenir le choc. Et avec la crise économique et financière, enfin la crise économique et sociale qui s'annonce, qui sera, à mon avis, de courte durée, avec suffisamment d'amortisseurs, mais néanmoins qui peut créer un climat tendu, la hantise, et c'est sans doute cela qui explique les propos d'Édouard Philippe, surtout ne pas rompre. Merci Jean-Marie. Et surtout aller au-devant même de leur protestation. Merci, je suis désolée, c'est la fin de cette émission. Il faut, c'est pas parce qu'on est chez nous que le temps ne passe pas. Donc merci à tous, c'était très éclairant, très intéressant. Je remercie Charlotte Urien-Tomaca pour avoir préparé cette émission et à Marion Lory pour l'aspect technique. Merci à vous, on se retrouve donc jeudi prochain pour une autre édition de Politique, peut-être en studio, espérons.